Sous les lustres scintillants de l'hôtel impérial à Las Vegas, où l'opulence côtoie l'ambition, une foule de financiers en costumes impeccables s'amassait pour le sommet annuel. Au centre de cette arène, Calvin Broadus, un homme noir au charisme discret, avançait avec assurance, son regard perçant voilé par une colère ancienne. Ce soir, il devait sceller une alliance avec Charles Vanderbilt, titan de Vanderbilt Enterprises. Mais alors que les caméras tournaient, Vanderbilt, un sourire narquois aux lèvres, repoussa la main tendue de Calvin. « Tes mains sont trop sales pour moi, gamin des rues », lança-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet. Un silence glacial envahit la salle. Les murmures s'éteignirent, et les flashs des photographes capturèrent l'humiliation. Cette insulte, trempée de racisme, n'était pas un simple affront. C'était une déclaration de guerre. Calvin, immobile, sentit son cœur battre à tout rompre, ravivant le souvenir de son père, injustement condamné par des hommes comme Vanderbilt. Ce n'était pas un hasard. Cette fiction, tissée par une intelligence artificielle, n'a aucun but lucratif, ni d'investissement, ni de tromperie. C'est une fresque dramatique, où Calvin incarne l'esprit français de résistance, comme Jean Moulin face à l'oppression. Dans l'ombre, il préparait sa riposte, une tempête qui allait ébranler un empire. La salle vibrait encore de cet instant, ignorant que le destin venait de basculer. Dans les couloirs feutrés de l'hôtel impérial, où les lustres en cristal scintillaient comme des étoiles captives, l'écho de l'humiliation subie par Calvin Broadus résonnait encore. La foule des financiers, avec leurs costumes taillés sur mesure et leurs sourires calculateurs, s'était dispersée après le sommet. Mais pour Calvin, cet instant où Charles Vanderbilt avait repoussé sa main tendue. « Tes mains sont trop sales pour moi, gamin des rues », avait allumé une flamme dévorante. Ce n'était pas une simple insulte raciste. C'était une déclaration de guerre, un défi lancé par un homme qui incarnait tout ce que Calvin méprisait. L'arrogance, la corruption et un système qui écrasait les âmes comme celle de son père, injustement condamné 30 ans plus tôt. Sous le ciel étoilé de Las Vegas, où les néons masquaient la vérité, Calvin s'éloigna de la salle de bal, son cœur battant comme un tambour de guerre. Cette histoire, pure fiction née de l'esprit d'une intelligence artificielle, n'a aucun dessein mercantile, aucun appel à l'investissement. Elle est un drame vibrant, inspiré par l'esprit français de résistance, celui des héros comme Jean Valjean, brisé mais jamais vaincu. Calvin, avec son allure nonchalante mais son regard d'acier, n'était pas un novice dans l'art de la stratégie. Derrière l'image publique d'un homme discret, il avait tissé une toile invisible, un plan méticuleux préparé depuis des décennies. À l'âge de 9 ans, il avait vu son père, Raymond Broadus, menotté, traîné hors d'un tribunal par des hommes en costume qui rièrent de son désespoir. Raymond, un entrepreneur prometteur, avait été accusé à tort de fraude, victime d'un complot orchestré par des magnates comme Vanderbilt pour s'emparer de ses brevets. Ce jour-là, Calvin avait juré de rétablir la justice, non pas avec des cris, mais avec une précision chirurgicale. Pendant 30 ans, il avait amassé une fortune colossale, non pas dans les casinos clinquants de Las Vegas, mais dans les coulisses du monde financier, des investissements en Asie, des start-up en Europe, des fonds éthiques qui bouleversaient bas les marchés traditionnels. Chaque dollar était une arme, chaque contrat un pion sur l'échiquier. Ce soir-là, dans une suite perchée au sommet de l'hôtel impérial, Calvin ouvrit un coffre-fort dissimulé derrière un tableau de monnaie. À l'intérieur, des dossiers épais débordèrent de preuves. Relevés bancaires, emails cryptés, enregistrements de conversations où Vanderbilt se vantait de manipuler des juges et d'écraser des concurrents noirs pour garder le jeu propre. Ces documents, patiemment collectés, étaient le fruit d'années de travail avec ses alliés. Il y avait Aïssa Touré, une brillante analyste financière qui risquait sa carrière pour infiltrer l'empire Vanderbilt. Jamal Keita, un avocat qui traquait les failles juridiques de l'entreprise depuis 15 ans, et même Elise Vanderbilt, la propre fille de Charles, dont le cœur s'était retourné contre son père après avoir découvert ses mensonges. Calvin feuilleta les dossiers, son souffle devenant plus lourd. Chaque page était un souvenir de douleur, mais aussi une promesse de victoire. Pourtant, le danger était partout. Quelques heures après l'incident, un inconnu en costume sombre l'avait suivi dans le parking souterrain de l'hôtel. Calvin avait entendu le cliquetis d'un cran d'arrêt dans l'ombre, mais son instinct, aiguisé par des années de vigilance, l'avait poussé à accélérer. Il s'était engouffré dans sa voiture, le moteur rugissant alors qu'une silhouette disparaissait dans la pénombre. Vanderbilt savait-il déjà que Calvin n'était pas une proie ordinaire? Le magnate, avec son sourire de prédateur, sous-estimait-il l'homme qui l'avait humilié? Calvin serra les poings, ses jointures blanchissant.
Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice, un mot qui, dans l'esprit français, évoque la droiture de figure comme Zola, dénonçant l'injustice au péril de tout. Le plan de Calvin était prêt à s'enclencher. Une seule erreur de Vanderbilt, une seule fissure dans son empire, et tout s'effondrerait comme un château de cartes sous le vent du désert. Mais le temps pressait, et les enjeux étaient mortels. Cette nuit-là, il envoya un message codé à Aïssa. L'aube arrive, préparez le feu. La guerre venait de commencer. Et vous, qu'en pensez-vous? Si l'histoire de Calvin vous a fait frissonner, tapez «Justice» dans les commentaires et partagez ce récit pour que d'autres découvrent son combat. Si vous croyez que Vanderbilt triomphera, laissez un pouce bleu et dites-nous pourquoi. Restez connectés, car la suite vous révélera si Calvin renverse un empire ou tombe dans ses propres flammes. À très bientôt pour une vérité qui pourrait tout changer. Sous les néons aveuglants de Las Vegas, où la fortune se gagne et se perd en un clin d'œil, l'hôtel impérial semblait encore vibrer de l'humiliation infligée à Calvin Broadu. L'insulte raciste de Charles Vanderbilt, ce magnate aux allures de roi intouchable, avait marqué les esprits. « Tes mains sont trop sales pour moi, gamin des rues ». Ces mots, crachés devant une foule de financiers, n'étaient pas seulement une offense. Ils étaient une étincelle dans une poudrière. Et Aïssa Touré, l'analyste financière au cœur de Vanderbilt Enterprises, sentait la tempête approcher. Cette histoire, pure fiction née de l'imagination d'une intelligence artificielle, n'a aucun but lucratif, aucun appel à l'enrichissement. Elle est une fresque dramatique, imprégnée de l'esprit français de révolte, celui des figures comme Louise Michel qui ont défié l'injustice jusqu'à leur dernier souffle. Aïssa, une femme noire à l'intelligence acérée, avait gravi les échelons de Vanderbilt Enterprises à force de travail acharné, malgré les murmures racistes et les portes fermées. Recrutée comme un symbole de diversité, elle savait que son rôle était une façade, un vernis pour masquer les turpitudes de l'entreprise. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était sa véritable mission. Depuis 5 ans, elle collaborait en secret avec Calvin Broadus, l'homme que Vanderbilt avait si publiquement humilié. Leur alliance, scellée dans l'ombre, était née d'une douleur commune. Aïssa avait vu son frère aîné, un entrepreneur prometteur, ruiné par les manœuvres de Vanderbilt, poussé au désespoir jusqu'à en perdre la vie. Ce soir-là, dans son bureau au 40e étage, entouré de tours de verre scintillant sous la lune, Aïssa sentit le poids de cette promesse. Détruire l'empire qui écrasait les siens. L'incident à l'hôtel impérial avait tout changé. Vanderbilt, croyant avoir affirmé sa domination, avait sous-estimé l'onde de choc. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags dénonçant son racisme envahissèrent la toile, et les investisseurs commençaient à murmurer. Aïssa savait que c'était le moment. Elle avait risqué sa carrière, sa sécurité, pour faire entrer Calvin dans les négociations avec Vanderbilt Enterprises, espérant qu'il serait la clé pour fissurer la forteresse. Mais l'humiliation publique avait accéléré les choses, et pas dans le sens qu'elle avait prévu. À peine quelques heures après le sommet, un courriel anonyme était arrivé sur son ordinateur sécurisé, signé d'un simple « C ». Ils savent, prépare-toi. Son pouce s'emballa. Vanderbilt avait-il découvert son double jeu? Ses hommes de main, ces ombres qui enterrent les parkings et les couloirs, étaient-ils déjà à ses trousses? Aïssa verrouilla la porte de son bureau, ses doigts tremblants pianotant sur son clavier. Elle ouvrit un dossier crypté, rempli de documents qu'elle avait collectés au fil des ans. Des relevés de comptes offshore, des contrats truqués, des preuves que Vanderbilt Enterprises avait systématiquement démantelé des entreprises dirigées par des Noirs, tout en paradant comme champion de la diversité. Chaque fichier était une bombe à retardement, mais les transmettre à Calvin était désormais un pari mortel. Elle entendit un bruit, un craquement dans le couloir. La lumière des néons vacilla, plongeant la pièce dans une pénombre inquiétante. Elle attrapa son téléphone, prête à envoyer les fichiers, mais un coup sec contre la porte la figea. « Aïssa, ouvre !» gronda une voix familière. Marcus, le chef de la sécurité, un homme dont le sourire cachait une loyauté aveugle à Vanderbilt. « On doit parler, tout de suite. » Son souffle se bloqua. Marcus n'était pas là pour une conversation anodine. Les caméras de surveillance, qu'elle avait piratées des mois plus tôt, avaient démontré qu'il fouillait son bureau la veille. Avait-il trouvé la clé USB cachée sous une latte du plancher? Aïssa glissa le téléphone dans sa poche, attrapa un coupe-papier sur son bureau, une arme dérisoire, mais mieux que rien, et recula vers la fenêtre. Dehors, Las Vegas scintillait, indifférente à son sort. La porte trembla sous un nouveau coup, plus violent. « Aïssa, je sais que t'es là !»« Ouvre, ou ça va mal finir. » Elle sentit la panique monter, mais l'image de son frère, brisé par les mêmes hommes, raviva sa détermination.
elle ne serait pas une victime de plus. Avec une rapidité née de l'adrénaline, Aïssa envoya les fichiers à Calvin via un serveur sécurisé, effaçant toute trace sur son ordinateur. La porte céda dans un craquement assourdissant, et Marcus surgit, ses yeux brillants de menace. « Tu croyais pouvoir jouer les héros ?» ricana-t-il, avançant lentement. « Vanderbilt t'a donné une chance, et toi, tu le trahis ?» Aïssa serra le coupe-papier, son dos contre la vitre froide. Elle savait qu'elle n'avait que quelques secondes avant que tout bascule. Mais dans son esprit, une certitude brûlait. Elle avait allumé la mèche. L'épreuve était entre les mains de Calvin, et l'empire de Vanderbilt, avec son racisme et sa corruption, vacillait déjà. Cette nuit-là, alors que les étoiles pâlissaient au-dessus de Las Vegas, Aïssa jouait sa vie pour une cause plus grande qu'elle. Dans l'esprit français, elle incarnait l'audace de ceux qui, comme les résistants de l'ombre, défient les tyrans au prix de tout. Mais Marcus s'approchait, et le couperet du destin semblait prêt à tomber. Dans la fournaise de Las Vegas, où les néons de l'hôtel impérial masquèrent les vérités les plus sombres, l'humiliation publique de Calvin Brodus par Charles Vanderbilt continuait de hanter les esprits. « Tes mains sont trop sales pour moi, gamin des rues !» avait lancé Vanderbilt, un crachat raciste qui avait transformé une poignée de mains refusées en un acte de guerre. Aïssa Touré, l'allié de Calvin, venait de jouer sa vie en envoyant des preuves accablantes depuis son bureau assiégé, tandis que l'ombre de Vanderbilt Enterprises, cet empire bâti sur la corruption et la discrimination, vacillait sous le poids de ses propres mensonges. Cette histoire, pure fiction née de l'imagination d'une intelligence artificielle, n'a aucun dessein mercantile, aucun appel à l'enrichissement. Elle est une fresque dramatique, imprégnée de l'esprit français de révolte, celui des figures comme Olympe de Gouges, qui ont brandi la vérité comme une arme contre l'oppression. Mais dans cette nuit brûlante, deux autres destins allaient se croiser. Lila Vanderbilt, la fille du tyran, et Malik Thompson, l'âme stratégique de Calvin, dont les choix risquèrent de faire basculer la justice dans l'abîme. Lila Vanderbilt, à 27 ans, vivait dans une cage dorée, un penthouse surplombant le strip où les lumières de Las Vegas dansaient comme des promesses illusoires. Fille unique de Charles Vanderbilt, elle avait grandi sous son ombre, bercée par des récits d'un père visionnaire, un titan de l'industrie qui avait bâti Vanderbilt Enterprise de ses mains. Mais ce soir-là, alors que le scandale de l'hôtel impérial enflammait les réseaux sociaux, Lila sentit une fissure dans cette façade. Les hashtags dénonçant le racisme de son père, Young Vanderbilt ont, Young Justice pour Calvin, clignotèrent sur son écran, et les murmures de son entourage, d'ordinaire si flatteurs, s'éteignent. Quelque chose clochait, une vérité qu'elle avait toujours esquivée. Dans le silence de son appartement, où les meubles design semblaient juger son ignorance, Lila ouvrit un coffre-fort personnel, un cadeau de son père pour ses 16 ans. À l'intérieur, elle trouva un disque dur, étiqueté simplement Ruby. Ruby était sa mère, une femme dont Charles parlait rarement, évoquant sa mort dans un accident de voiture quand Lila avait 2 ans. Mais les souvenirs de Lila, flous comme des rêves, portaient une chaleur que son père n'avait jamais su lui offrir. Elle brancha le disque sur son ordinateur, ses mains tremblantes trahissant une peur qu'elle ne comprenait pas encore. Les fichiers s'ouvrirent, révélant des emails, des contrats, des enregistrements, un puzzle terrifiant qui recomposait l'histoire de Ruby Vanderbilt. Ruby, une brillante ingénieure, avait fondé Cybernova, une start-up technologique prometteuse dans les années 90. Ses brevets menaçaient les ambitions de Vanderbilt Enterprise, alors une entreprise naissante. Les emails montraient Charles, alors fiancé à Ruby, jouant un double jeu. Il la courtisait tout en orchestrant la ruine de sa société. Des investisseurs soudoyés, des contrats sabotés, des rumeurs toxiques, tout était calculé. Un enregistrement, d'une clarté glaçante, capturait Charles riant avec un associé. Une femme noire qui veut jouer dans la cour des grands, elle n'a aucune chance. Lila sentit son estomac se nouer. Le coup final était un rapport interne. Cybernova avait été racheté pour une bouchée de pain par Vanderbilt Enterprises après la mort de Ruby, officiellement un suicide. Mais les notes suggéraient une vérité plus sombre. Un désespoir orchestré, une vie brisée par l'homme qui jurait l'aimer. Lila s'effondra sur le sol, les larmes roulant sur ses joues. Son père, cet homme qu'elle admirait, n'était pas un héros. C'était un monstre, un raciste qui avait détruit sa mère pour son ambition. Chaque souvenir d'enfance, les vacances à Saint-Tropez, les discours paternels sur l'excellence, se fissuraient comme un miroir brisé. Mais la douleur céda place à une rage froide, digne des héroïnes françaises comme Charlotte Corday, prêtes à frapper pour la justice. Elle savait ce qu'elle devait faire. Dans un sac,
Elle glissa le disque dur et une clé USB où elle copia les fichiers. Elle envoya un message crypté à Calvin Brodus, qu'elle avait rencontré brièvement avant le sommet. « Je veux parler. Ce soir. » Le danger était réel. Son père avait des yeux partout, mais Lila n'avait plus rien à perdre. Quelques heures plus tard, dans un dîner discret à l'écart du strip, Lila retrouva Calvin. Les néons rouges du restaurant clignotaient, projetant des ombres sur son visage pâle. « Je sais ce qu'il a fait, » murmura-t-elle, la voix brisée. « À ma mère. À vous, à tant d'autres. » Elle tendit le disque dur, ses mains tremblantes. Calvin, immobile, la fixa avec un mélange de compassion et de méfiance. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que je ne peux plus vivre avec ces mensonges, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Et parce que vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter. » Calvin prit le disque, son regard s'assombrissant. « Vous savez ce que ça implique ? Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. » Lila hocha la tête, scellant son destin. Elle venait de trahir son père, mais pour la première fois, elle se sentait libre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans un entrepôt reconverti en quartier général clandestin, Malik Thompson, l'ami et stratège de Calvin, scrutait des écrans remplis de données. Malik, un homme au visage marqué par les années de combat, était l'architecte de l'opération contre Vanderbilt. Depuis 20 ans, il traquait les failles de l'Empire, collectant des preuves de corruption, de pots de vin, de sabotage raciste. Chaque dossier était une pièce d'un puzzle qu'il assemblait avec une précision obsessionnelle, comme un général préparant une bataille. Mais ce soir-là, alors que Calvin recevait les fichiers de Lila, Malik franchissait une ligne que même son ami ignorait. Dans une pièce isolée, éclairée par une lampe vacillante, Malik ouvrit un ordinateur sécurisé, connecté à un réseau parallèle. Les noms défilaient, juges, avocats, investisseurs, tous des complices de Vanderbilt, des hommes et des femmes qui avaient de fermer les yeux sur ces crimes pour une part du gâteau. Malik ne se contentait plus de viser Charles. Il voulait démanteler tout le réseau, un empire de l'ombre qui prospérait sur l'injustice. Un dossier attira son attention, celui d'un juge, Clarence Holt, qui avait condamné le père de Calvin 30 ans plus tôt. Des virements bancaires masqués sous des sociétés écrans liaient Holt à Vanderbilt. Malik tapa un message à un contact anonyme, un hacker basé à Paris. « Creusez plus loin, je veux tout sur Holt. » Mais cette quête dépassait les ordres de Calvin. Malik, rongé par une colère ancienne, voyait en chaque complice une nouvelle blessure à venger. Son frère, un militant des droits civiques, avait été ruiné par les mêmes cercles de pouvoir poussés à l'exil. Pour Malik, la justice n'était pas un procès équitable. C'était un incendie, et il était prêt à tout brûler. Il envoya un autre message, cette fois à un journaliste d'investigation. Fuite anonyme. Holt et Vanderbilt. Vérifiez les comptes au Caïman. Il savait que cette fuite, si elle éclatait, risquait de compromettre la stratégie de Calvin, qui préférait une approche légale, méthodique. Mais Malik n'en pouvait plus d'attendre. Cette nuit-là, il reçut un appel de Calvin. « Lila nous a rejoints », annonça ce dernier, la voix tendue. « Elle a des preuves sur Ruby. » Malik sentit son cœur s'accélérer. « C'est une arme », répondit-il, mais il omit de mentionner ses propres actions. « On doit frapper vite », ajouta-t-il, masquant son malaise. Calvin acquiesça, ignorant que son ami, son frère d'armes, jouait un jeu parallèle. Malik raccrocha, son regard fixé sur l'écran où les noms des complices continuèrent de défiler. Il murmura « Pour toi, Calvin, et pour tous ceux qu'ils ont brisés. » Mais le danger approchait. Un courriel crypté arriva, signé d'un informateur inconnu. Il surveilla Thompson. « Quittez Vegas. Maintenant. » Malik sentit un frisson glacé. Vanderbilt avait-il découvert son rôle? Ou pire, ses propres initiatives avaient-elles attiré l'attention des mauvaises personnes? Il attrapa un pistolet dans un tiroir, vérifia la porte blindée de l'entrepôt. Dehors, les ombres semblaient en bouger, et le vent portait un murmure de menace. Malik savait qu'il jouait avec le feu, mais il ne pouvait plus reculer. La justice, ou ce qu'il en restait, exigeait des sacrifices. Dans l'esprit français, Lila et Malik incarnaient deux facettes de la révolte. Elle, l'héritière brisant ses chaînes, lui, le stratège prêt à tout pour abattre un système pourri. Mais alors que les néons de Las Vegas s'éteignaient un à un, une question planait. Leur alliance avec Calvin suffirait-elle à renverser Vanderbilt, ou leur choix les mènerait-il tous à leur perte? L'aube se levait sur Las Vegas, peignant les tours de verre d'une lueur orangée, mais dans les bureaux opulents de Vanderbilt Enterprise,
L'atmosphère était celle d'un champ de bataille après une défaite. Charles Vanderbilt, barricadé dans son bureau d'acajou, fixait un écran où les chiffres boursiers s'effondraient comme des dominos. En quelques heures, l'entreprise avait perdu 3,3 milliards de dollars, une hémorragie déclenchée par une série de coups précis, orchestrés dans l'ombre par Calvin Broadus. Tout avait commencé par un mouvement audacieux. Calvin, à travers un réseau complexe de sociétés écrans, avait acquis Cybercore, le joyau technologique qui alimentait la logistique mondiale de Vanderbilt. Cette entreprise, essentielle aux opérations de transport et de données, était le cœur battant de l'Empire. Sans elle, les chaînes d'approvisionnement s'effondraient, les contrats vacillaient et les investisseurs paniquaient. Vanderbilt, les traits tirés, écrasa son poing sur le bureau, faisant trembler un verre de whisky. Comment a-t-il fait rugit-il à son chef de la sécurité, Marcus, dont le visage habituellement impassible trahissait une nervosité croissante. Cybercore n'était même pas à vendre. Marcus, évitant son regard, murmura. Il a acheté les actionnaires un par un, en secret. Des primes qu'on ne pouvait pas égaler. C'est fini avant qu'on s'en rende compte. Vanderbilt se leva, arpentant la pièce comme un lion en cage. Ses yeux, injectés de sang, brillaient d'une rage mêlée de peur. Il savait que ce n'était pas un simple revers financier, c'était une attaque, une vengeance méthodique portée par l'homme qu'il avait sous-estimé, celui qu'il avait osé humilier devant le monde. Mais Calvin ne s'était pas arrêté là. Quelques heures après l'acquisition de Cybercore, une cascade de révélations avait déferlé sur les médias. Des documents, fournis par Aïssa et Lila, exposaient les crimes de Vanderbilt Enterprise, rapports environnementaux falsifiés, prétendant une neutralité carbone jamais atteinte. Acquisition de start-up dirigées par des entrepreneurs noirs, systématiquement démantelés après des promesses de croissance, et des pots de vin versés à des régulateurs pour étouffer des enquêtes. Chaque fuite était un coup de poignard, soigneusement calculé pour maximiser le chaos. Les réseaux sociaux, déjà enflammés par l'incident de l'hôtel impérial, devinrent un tribunal virtuel. Des hashtags comme Jash Vanderbilt criminel et Tiach Justice pour Calvin dominaient les tendances, et les investisseurs, sentant le vent tourner, retirèrent leurs capitaux à une vitesse vertigineuse. Dans une salle de conférence au sous-sol, où l'air était lourd de sueur et de panique, le conseil d'administration se réunissait en urgence. Les visages étaient blêmes, les voix tremblantes. « Il faut couper les ponces avec Charles », murmura un directeur, jetant un regard nerveux vers la porte. « L'enquête de la SEC arrive. S'il tombe, on tombe avec lui. » Un autre, fidèle à Vanderbilt, s'insurgea. « C'est lui qui a bâti cet empire. Vous voulez l'abandonner pour un caprice médiatique ?» Mais les écrans derrière eux, diffusant des chaînes financières, montraient une vérité implacable. Le cours de l'action chutait de 40% en une matinée. La salle vibrait d'une tension électrique, comme avant un orage. Calvin, depuis un bureau anonyme à l'autre bout de la ville, observait l'effondrement avec un calme glacial. Entouré d'écrans, il suivait chaque mouvement. Les ventes d'actions, les déclarations des analystes, les fuites savamment orchestrées. Aïssa, encore secouée par son face-à-face avec Marcus, était à ses côtés, son ordinateur portable ouvert sur des graphiques boursiers. « Ça marche » murmura-t-elle, presque incrédule. « Il s'effondre. » Calvin hocha la tête, mais son regard restait fixé sur un dossier marqué « Phase finale ». Il savait que Vanderbilt ne se rendrait pas sans combattre. L'homme qui avait ruiné son père, qui avait brisé des vies menées par pur racisme et avidité, était un prédateur blessé, et donc plus dangereux que jamais. Cette nuit-là, un événement inattendu accéléra la chute. Une chaîne nationale diffusa une interview anonyme d'un ancien employé qui affirmait avoir été forcé de falsifier des données pour Vanderbilt. La voix, déformée pour protéger son identité, était celle de quelqu'un que Calvin reconnut immédiatement, Lila Vanderbilt. Elle avait franchi le Rubicon, exposant publiquement les crimes de son père. « Il m'a menti toute ma vie », disait-elle, la voix tremblante mais résolue. « Il a détruit ma mère, une femme noire qui méritait mieux. Il ne mérite pas votre confiance. » L'interview, vue par des millions, fut le coup de grâce. Les derniers investisseurs fidèles désertèrent, et le conseil d'administration, acculé, convoqua une réunion pour destituer Charles. Mais Vanderbilt, dans son bureau, refusait de plier. Il appela des contacts influents, sénateurs, magnates, avocats. Mais les lignes restaient muettes. Ses alliés, sentant la fin, l'abandonnaient. Seul Marcus restait, mais même lui, dans l'ombre, doutait. « Ils viennent pour vous, patron », murmura-t-il, posant un revolver sur le bureau. Vanderbilt le fixa, un sourire amer aux lèvres. « Qu'ils viennent.
Je ne tomberai pas seul. À cet instant, un bruit résonna dans le couloir. Des pas lourds, des voix autoritaires. La SUC, accompagnée d'agents fédéraux, frappait à la porte. Vanderbilt Enterprises, cet empire bâti sur la corruption, s'effondrait sous le poids de ses propres péchés. Alors que les cendres de Vanderbilt Enterprises fumaient encore, un nouveau jour se levait sur Las Vegas, plus lumineux, mais chargé de défis. Charles Vanderbilt, menotté, fut escorté hors de son bureau par des agents fédéraux sous les flashs des caméras. Les charges étaient écrasantes. Fraude boursière, blanchiment d'argent, obstruction à la justice et même des liens présumés avec des réseaux criminels. L'image de l'homme autrefois intouchable, vêtu d'un costume froissé, le regard vide, marqua la fin d'une ère. Mais pour Aïssa Touré, ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Aïssa, qui avait frôlé la mort en défiant Marcus, se tenait dans une salle de réunion temporaire, entourée de cadres nerveux et d'employés désorientés. Le conseil d'administration, décimé par des démissions, l'avait nommé CEO par intérim, un choix dicté par la nécessité autant que par sa réputation d'intégrité. Elle savait que ce rôle était un champ de mine. Vanderbilt Enterprises était au bord de la faillite, les employés craignaient pour leurs emplois, et les médias scrutaient chaque mouvement. Mais Aïssa, avec sa détermination d'acier, voyait une opportunité. Transformer une machine de corruption en un modèle de justice. Elle entra dans l'auditorium principal où des centaines d'employés attendaient, leur visage marqué par l'incertitude. Les murmures cessèrent lorsqu'elle prit la parole, sa voix claire et ferme, comme celle d'une résistante française s'adressant à la foule. Pendant trop longtemps, cette entreprise a prospéré sur des mensonges, commença-t-elle. Des rapports falsifiés, des promesses trahies, des vies brisées pour le profit. Cette ère est révolue. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'ancrer. Aujourd'hui, nous commençons à reconstruire. Pas pour effacer le passé, mais pour en tirer des leçons. Aïssa dévoila un plan audacieux. Des audits indépendants pour chaque département, des salaires équitables pour éliminer les écarts raciaux et de genre, et des investissements dans des projets communautaires pour réparer les dommages causés par Vanderbilt. Elle promit une transparence totale, publiant les rapports financiers sur un portail public dès le premier jour. Vous avez le droit de savoir, dit-elle, regardant les employés dans les yeux, et vous avez le droit de travailler pour une entreprise qui ne vous demande pas de fermer les yeux. Certains applaudirent timidement, d'autres restèrent silencieux, méfiants. Aïssa savait que la confiance ne se gagnait pas en un discours, mais elle était prête à se battre pour chaque pas. Dans l'ombre, Calvin Broadus observait, un léger sourire aux lèvres. Il avait cédé la lumière à Aïssa, préférant agir en coulisses. Leur alliance, forgée dans la douleur et la détermination, incarnait une vérité française. La justice n'est pas un cri solitaire, mais un chœur de voix uni. Pourtant, un poids pesait sur lui. Malik Thompson, son frère d'armes, avait dépassé les limites, et les répercussions de ses actions menacèrent d'éclater. Aïssa, quant à elle, portait un autre fardeau, une lettre anonyme trouvée sur son bureau, disant simplement « Vous êtes la prochaine ». Las Vegas, avec ses promesses et ses trahisons, n'avait pas fini de jouer. Les néons de Las Vegas, autrefois éclatants de promesses illusoires, semblaient pâlir sous un ciel chargé de nuages, comme si la ville elle-même ressentait le poids des bouleversements qui venèrent de s'abattre sur Vanderbilt Enterprises. L'empire de Charles Vanderbilt, jadis intouchable, gisait en ruine, démantelé par une série de coups précis orchestrés par Calvin Broadus, l'homme qui l'avait osé humilier avec un rictus raciste lors d'un sommet à l'hôtel impérial. « Tes mains sont trop sales pour moi, gamin des rues », avait craché Vanderbilt, ignorant que ces mots allumeraient une guerre dont il ne sortirait pas indemne. Aïssa Touré, désormais CEO par intérim, luttait pour reconstruire une entreprise brisée, tandis que Lila Vanderbilt, ayant trahi son père, cherchait la rédemption dans ses propres vérités. Malik Thompson, l'allié de Calvin, avait franchi des lignes dangereuses, laissant des ombres menaçantes planer sur leur victoire. Cette histoire, pure fiction née de l'imagination d'une intelligence artificielle, n'a aucun dessein mercantile, aucun appel à l'enrichissement. Elle est un drame vibrant, imprégné de l'esprit français de justice, celui des figures comme Émile Zola, dont les accusations ont ébranlé les puissants pour révéler la vérité. En cette année 2025, alors que le monde vacillait entre crise et espoir, Calvin allait graver une leçon qui transcenderait les frontières de Las Vegas. Quelques semaines après l'arrestation de Vanderbilt, menotté sous les flashs des caméras, Las Vegas semblait retenir son souffle. Les manchettes, qui avaient hurlé la chute de l'Empire, s'adoucissaient,
remplacés par des spéculations sur l'avenir d'une entreprise autrefois synonyme de pouvoir. Mais pour Calvin Broadus, la victoire n'était pas un trophée à brandir. C'était une responsabilité, un fardeau qu'il portait avec la gravité d'un homme qui avait vu son père, Raymond Broadus, brisé par les mêmes injustices que Vanderbilt incarnait. Dans un entrepôt discret, loin des fastes du strip, Calvin réunissait une équipe réduite, Aïssa, Lila et quelques alliés loyaux. Malik, convoqué, brillait par son absence, son silence inquiétant amplifiant la tension. Les murs, tapissés de cartes et de dossiers, témoignaient de la guerre qu'il venait de livrer. Mais Calvin savait que le véritable combat commençait maintenant. Il se tenait devant une fenêtre donnant sur une ville encore endormie, ses yeux scrutant l'horizon comme s'il pouvait y lire l'avenir. « Ce que nous avons fait, dit-il, sa voix basse mais ferme, n'était pas seulement pour détruire Vanderbilt, c'était pour montrer qu'un autre chemin est possible. » Aïssa, assise à une table encombrée de rapports, hocha la tête, ses traits marqués par l'épuisement. « Les employés me regardent comme si j'étais leur sauveuse ou leur bourreau, murmura-t-elle. Ils ont peur, Calvin, et moi aussi. » Lila, silencieuse jusqu'alors, intervint, sa voix tremblante. « Et si nous échouons? Si tout ça n'était qu'un feu de paille ?» Calvin se tourna vers elle, son regard brûlant d'une conviction presque palpable. « Nous n'échouerons pas, déclara-t-il. Pas si nous croyons en ce que nous construisons. » Ce jour-là, Calvin annonça la création de la fondation Raymond Broadus, un projet audacieux visant à soutenir les communautés marginalisées et à protéger l'environnement ravagé par des entreprises comme Vanderbilt. Ce n'était pas une œuvre de charité, mais une révolution silencieuse, inspirée par l'idéal français de solidarité, celui des communards qui rêvaient d'un monde où chaque voix comptait. La fondation investirait dans des écoles pour les quartiers défavorisés, financerait des start-up dirigées par des entrepreneurs noirs et restaurerait des terres polluées par l'industrie. Chaque dollar, expliqua Calvin, serait un pas vers un futur où le racisme et l'avidité ne dicteraient plus les règles. Mais la route était semée d'embûches. Quelques heures après l'annonce, un courriel anonyme arriva sur le serveur sécurisé de la fondation. « Vous ne pouvez pas effacer le passé, il vous rattrapera. » Le message, signé d'un simple « M », fit frissonner Calvin. Était-ce Malik, poursuivant sa croisade solitaire? Ou un vestige des alliés de Vanderbilt, tapis dans l'ombre? Il n'eut pas le temps de s'attarder. Une alerte retentit. Une manifestation spontanée bloquait les rues près du siège de Vanderbilt Enterprises. Des pancartes dénonçaient l'hypocrisie des entreprises, mais certaines visaient Aïssa, l'accusant de profiter du chaos. « Ils pensent que je suis une marionnette », dit-elle à Calvin, sa voix teintée d'amertume. « Ils ne savent pas ce que nous avons traversé. » Calvin décida de prendre la parole, non pas dans une salle de conférence, mais dans un parc communautaire du sud de Las Vegas, où les enfants jouaient sous des arbres rachitiques. Sous un soleil écrasant, il monta sur une estrade improvisée, entouré de familles, de militants et de curieux. Pas de micro, pas de caméra, juste un homme face à son peuple. « Je ne suis pas ici pour vous promettre des miracles, » commença-t-il, sa voix portant comme un écho dans la foule. « Je suis ici pour vous dire que la justice n'est pas un rêve. Elle est un choix. » Il raconta son histoire, celle d'un garçon qui avait vu son père arraché à lui par un système corrompu, celle d'un homme qui avait transformé sa douleur en action. Il parle de Vanderbilt, non pas avec haine, mais comme un symbole d'un monde à changer. Le racisme, l'avidité, l'injustice, ils ne disparaissent pas seuls, dit-il. Ils exigent que nous nous levions, que nous agissions, que nous plantions des graines pour demain. Il évoqua la fondation, non comme une solution, mais comme un outil, une arme pour ceux qui refusèrent de plier. Chaque école que nous construirons, chaque entreprise que nous financerons, chaque arbre que nous replanterons est une victoire contre ceux qui veulent nous diviser. La foule, d'abord silencieuse, s'anima. Des applaudissements éclatèrent, timides puis puissants, comme une vague déferlant sur le rivage. Une femme, les larmes aux yeux, cria « Pour Raymond !» D'autres reprirent. Et bientôt le nom de son père, jadis synonyme de honte, devint un chant d'espoir. Calvin sentit une chaleur dans sa poitrine, un mélange de fierté et de peine. Il pensa à Malik, dont le silence pesait comme une ombre. Où était-il? Avait-il succombé à sa propre quête de vengeance? Et Aïssa, debout à ses côtés, semblait porter le même fardeau, son regard fixé sur la foule comme si elle cherchait une réponse. Cette nuit-là, dans un bureau temporaire, Calvin reçut une nouvelle alarmante. Une enquête parallèle, déclenchée par des fuites anonymes,
visait des complices de Vanderbilt, juges, financiers, politiciens. Les preuves, précises et dévastatrices, portaient là la marque de Malik. Calvin sentit une colère monter, mais aussi une peur. Son ami, en poursuivant sa croisade, risquait de tout compromettre. Il envoya un message. « Reviens, Malik. On a besoin de toi. » Mais le silence fut sa seule réponse. Dehors, Las Vegas scintillait, indifférente, mais Calvin savait que la ville, comme le monde, n'était plus la même. Dans l'esprit français, la fondation Raymond Broadus était plus qu'un projet. C'était une déclaration, un écho des idéaux de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Calvin, Aïssa et Lila, malgré leurs doutes et leurs blessures, incarnaient cette vérité. La justice n'est pas une destination, mais un combat, un feu qu'il faut entretenir. Et alors que 2025 s'ouvrait sur un monde incertain, leur message résonnait. Le changement commence par un acte, un choix, une voix refusant de se taire.